Dans un village minuit sonne, un forgeron frappe le fer. Radio Libre en Périgord. Lundi, 11h30. En direct, la chronique des libres penseurs de Dordogne, groupe Fred Zeller, présentée par Jean-Louis. C'est pour la paix, dit-il, que je travaille, loin des canons, je vis en liberté. Auditrices, auditeurs, amis, citoyens, camarades, bonjour. Nous sommes le lundi 6 juillet 2026. Les studios de Radio Libre en Périgord ne permettant pas de diffuser en direct cette chronique comme c'est l'habitude, celle-ci a été enregistrée un petit peu plus tôt dans la matinée. Dans la chronique de la semaine dernière, j'ai évoqué la loi Blanchet. Pourquoi la loi Blanchet est-elle dangereuse? Et je vous fais part d'un document qui a été publié pour répondre à cette question. Le 27 janvier 2026, le député Christophe Blanchet, appartenant à l'organisation Les Démocrates, et 34 autres députés, dont Perrine Goulet, ont fait adopter une loi visant à renforcer l'enseignement à la défense dans le cadre du parcours de citoyenneté au collège et au lycée. Examinée le 26 mars, elle a été adoptée en première lecture. 56 députés présents, 70 pour. Rappelons que les représentants RN ont voté avec joie en faveur de ce texte de loi. La loi en elle-même compte une douzaine de lignes. Elle semble modifier à la marge le code de l'éducation. C'est une sorte de coquille vide que seront chargés de remplir les ministres de l'Éducation et des Armées. C'est en lisant l'exposé des motifs et le rapport de commission de Christophe Blanchet qu'on prend la mesure des dangers possibles. Pour l'instant, nous sommes face à une foule de questions et d'inquiétudes. Quelle date de mise en œuvre? On n'en sait rien. Pour quel coût? On nous dit que cela se fera à moyens constants et grâce à une taxe sur le tabac, 10 à 15 millions d'euros par an. Quels seront les contenus réels de cet enseignement obligatoire? Il s'agit d'un passage à l'échelle, c'est une citation et on se pose des questions sur ce que signifie ce terme. Donc il s'agit d'un passage à l'échelle de l'éducation à la défense. Le rapporteur reconnaît que l'enseignement existe déjà mais le juge insuffisant. Sur la base de quels indicateurs? Le cours sera obligatoire. Il concernera 33 000 classes. Un référentiel doit être produit. On ne sait rien de plus. Les programmes et les modalités de cet enseignement sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'Éducation nationale et le ministre des Armées. Citation donc des documents de présentation de cette proposition de loi. Qui le délivrera, cet enseignement? Cet enseignement peut associer des intervenants des réserves opérationnelles ou citoyennes dans les conditions définies par le ministre chargé de l'Éducation nationale et le ministre des Armées. C'est encore une situation de la proposition de loi. On ne sait rien de plus. Qui interviendra en pratique? Les enseignants seront-ils associés, écartés? N'assiste-t-on pas à une militarisation du monde éducatif? Autant de questions auxquelles il conviendra bien de répondre un jour. Sur quel temps scolaire sera-t-il délivré cet enseignement? Aucun horaire ni dispositif précis n'est présenté. Seules sont évoquées les pratiques de la Finlande et de l'Estonie, 35 séances de 35 minutes. Les cours d'EMC seront un vecteur privilégié, mais les autres cours pourront être utilisés. L'exemple des maths et de la physique sont cités. On parle de consolider les entrées défense dans chaque matière. On ne sait rien de plus. Quels horaires? Quelle intégration à l'EDT? On nous parle de 670 000 heures, avec un module annuel de 35 séances. Cet enseignement fera-t-il l'objet d'une évaluation intégrée au diplôme? Possible, car on nous parle de, et encore une citation, compétences à acquérir. Et autre citation, ouvrage didactique sera distribué. Encore une nouvelle question. Plus globalement, quels dessous idéologiques sont repérables dans les documents? Mais il les dégage. Et on propose un petit florilège de citations. Idée, le mépris des enseignants. Citation, déficit de formation des enseignants et de leur peu d'appétence pour les questions de défense. L'école ne s'est pas saisie de ces questions. Autre idée, une idéologie d'un bellicisme rance. Citation,
l'utilisation de la Revue nationale stratégique 2025, produite par le Secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, LGDSN, c'est-à-dire les services de l'État, préfacée par Macron, pour justifier ce que le gouvernement veut entendre. La revue évoque un risque particulièrement élevé d'une guerre majeure à haute intensité en dehors du territoire national en Europe, qui impliquerait la France et ses alliés, particulièrement européens, à l'horizon 2030. Eh bien ça en fait des révélations. La France est directement attaquée, notamment par la Russie et ses alliés de l'Est, par le ciblage de ses services publics et institutions, y compris sous forme de cyberattaques. Nos alliés d'hier se détournent largement de nos alliances traditionnelles. Encore une idée, une volonté de bourrer le crâne des jeunes. Et citation, insuffisante formation des jeunes français aux enjeux et à l'esprit de défense. Il faut la restauration de l'esprit de défense. Il faut une société unie, éduquée et prête à faire face aux épreuves. Il faut susciter une adhésion véritable et attiser la flamme de l'engagement. Voilà, donc ce document assez bref en dit quand même un certain nombre de choses sur ce qu'est cette proposition de loi connue sous le nom donc de loi Blanchet et qui, je rappelle, a quand même été votée en première lecture, adoptée en première lecture par 56 députés qui étaient présents dans l'hémicycle à ce moment-là. Nous sommes à une huitaine de jours du 14 juillet et je voudrais à ce propos vous porter à votre information un appel qui circule pour un défilé internationaliste qui se tiendra le 14 juillet, donc à 15 heures, à Paris, à partir de Bastille. Mais bien évidemment, bon, et c'est un événement parisien, mais je pense que ce texte de cet appel est intéressant. Voici ce qu'il dit. À l'appel de l'intercollectif des sans-papiers, de la Marche des Solidarités, de l'Urgence Palestine et du comité Adama, rejoint déjà par plus de 60 organisations, dont la Fédération nationale de la libre pensée, nous défilerons mardi 14 juillet à partir de 15 heures au départ de la place de la Bastille. Relayez par tout cet appel, apportez vos drapeaux palestiniens, maliens, kanaks, algériens, cubains, etc. Prenez tous les drapeaux qui illustrent les luttes d'hier et d'aujourd'hui contre la guerre et le colonialisme. Apportez vos instruments de musique, prévenez vos voisins, voisines, collègues, camarades et votre famille. Mardi 14 juillet, ensemble, nous défilerons. Le 14 juillet, nous défilerons avec nos drapeaux, en hommage aux tirailleurs africains massacrés par les nazis à Chasselet le 20 juin 1940 et par l'armée française à Tiaroy le 1er décembre 1944, en hommage aux manifestants algériens et aux syndicalistes tués par la police le 14 juillet 1953 à Paris. Nous sommes palestiniens, palestiniennes, kanaks, libanaises, libanais, habitants ou habitants de l'Alliance des États du Sahel, Mali, Burkina Faso, Niger, cubains, iraniens, oudskis, ukrainiens, congolais, soudanais, vénézuéliens et de tous les peuples contre la guerre et le colonialisme. Nous serons de Minneapolis, nouvelle phase de Tarente, en lutte contre le racisme et le fascisme. Nous serons sans papiers pour fêter les 30 ans de l'occupation de l'église Saint-Bernard et la naissance du mouvement des sans-papiers. Nous exigerons la liberté de circuler et de manifester, l'arrêt des expulsions, des OQTF et des IRTF, la fin des violences policières et la fermeture des centres de rétention. Nous revendiquerons l'égalité, le logement, l'éducation, la santé, le travail pour toutes et tous. Alors que se profilent les élections présidentielles et législatives, nous demandons aux candidats qu'ils et elles se positionnent pour la régularisation de tous les sans-papiers, l'abrogation des lois racistes, notamment la loi Darmanin et les lois islamophobes et le rejet du pacte européen sur la migration et du règlement retour. Notre pays s'appelle Solidarité. Nous appelons toutes et tous à se lever, ensemble, se rassembler, s'organiser, barrer la route partout aux fascistes, à empêcher les rafles, à faire vivre notre pays partout où il existe, dans les quartiers, les villages, les regroupements, les écoles, les universités, les lieux de travail, autour d'un hôpital menacé, d'une mosquée ou d'une synagogue taguée ou attaquée, d'une église où l'on fait une grève de la faim pour les migrants ou migrantes, des organisations dissoutes ou menacées de l'être, d'un lieu occupé, d'un piquet de grève d'une gare, d'une frontière, à partir d'un local associatif ou syndical, d'un lieu culturel et solidaire. Voilà, c'est donc ça cet appel pour cette manifestation le 14 juillet à Bastille, à Paris, et suit bien évidemment la liste des organisations signataires qui sont très nombreuses, plus d'une soixantaine à cette heure.
Je pense à un autre sujet. Deux scribes algériens essuient leurs semelles sur Gallimard. Daoud, Sansal, ou l'art d'honorer des tristes cires dont vous ne voudriez pas pour gendre. Avec ce texte de notre ami Jacques-Marie Bourget, on pourrait croire que le grand soir chasse désormais sur les terres de la grande librairie. Pas du tout. Là aussi, il s'agit pour lui et nous de donner à lire des informations qui touchent à la morale, à la vérité, au respect des autres, aux droits des femmes, à la probité. En France, les prix et les honneurs, l'argent, vont, y compris dans le domaine de l'édition, aux individus qui servent une cause qui ne déplaît pas à Bolloré. Daoud et Sansal sont des instruments de propagande qui seraient montrés du doigt par ceux-là même qui les promeuvent s'ils étaient placés du bon côté de l'histoire. Le grand soir. Boualem Sansal est devenu le Tintin de l'édition. On suit ses aventures. Membre du comité de rédaction de la revue identitaire Frontières, supporter de Retailleau qu'il entend pousser, citation, de Beauvau à l'Élysée. Sansal est devenu le traître d'une comédie qui n'est pas drôle. Son ami Daoud, lui, incendie Annie Arnaud, auteur Gallimard comme lui, parce qu'elle a, à Saint-Denis, soutenu l'islamo-gauchisme de Mélenchon. Ces deux néocoloniaux sont bien utiles aux heures brunes qui s'annoncent. L'intelligence artificielle devrait être d'un grand secours pour les maisons d'édition. Ainsi, avant de signer un contrat avec un génie pour demain, les industriels du livre pourraient mieux connaître le passé de leurs recrues. En pratiquant ainsi, Gallimard se serait épargné quelques paires de gifles, aujourd'hui celles de Boualem Sansal et sans doute d'autres à venir. Ce sont actuellement deux publicistes algériens qui mettent le souk dans l'honorable cathédrale Thémo, 6 rue Sébastien Bottin, et sèment le rififi, ce qui est normal pour des garçons de plume, n'est pas si loin du Rif. Commençons par Boualem Sansal, clown désormais attaché au cirque Retailleau, et bien utile en cette canicule puisque l'on peut l'assimiler à un climatiseur, un frais de campagne. J'ai déjà décrit comment, avec ma désespérément regrettée Warda, tenant chacun une aile du livre par la main, nous avons jeté 2084, l'opus de Boualem, à la poubelle et refermé le couvercle pour ne pas qu'il s'en échappe, avec l'auteur algérien, qui fait évoquer comme un imposteur, moins tragique. Il y a toujours un mensonge, une trahison, voire une ignominie en cours. Cet homme a tant d'imagination qu'il pourrait un jour finir sa vie comme romancier, sa rencontre avec la vérité n'étant que fortuite, pour rester dans la légèreté puisqu'il n'y a rien de sérieux, sauf l'extrême droite chez ce pirate. Boualem Sansal fait aussi penser à ce personnage joué par Belmondo, le magnifique, cette machine à écrire qui ment et la tête qui délire. Après nous avoir éclairé révélant que l'Algérie était le Maroc, Sansal interview après entretien, face à une presse taillée dans un tapis de prière, nous a raconté la vue rêvée de Boualem, sans jamais prononcer une syllabe sur sa longue collaboration de hauts fonctionnaires avec le, entre guillemets, régime algérien. Pour faire vite, résumons. Sort de la bouche de Boualem le fait que son père était, citation, un Marocain d'origine juive qui finira sa carrière comme marquis chez les Français et sa mère une tenancière de maison close. Voilà ce que les journalistes qui écrivent avec un plumeau et Gallimard ont longtemps gobé. Lassés des insultes par rebond, celles qui touchaient leur famille et son passé, la tribu des Sansal s'est un peu énervée et décidé de répliquer lors de la réunion de cousinade du dernier Haïd. Dans un long article de La vie algérienne, dans un long article de La Voix d'Algérie, bien sûr, non repris en France, la fratrie Sansal crie halte au feu. Et voici la citation. Le père de Boualem n'était ni marocain ni de confession juive et n'a jamais été harki. Il est mort dans un accident de voiture le 9 mai 1950, 4 ans avant la guerre de libération. Sa mère n'a jamais été une tenancière de bordel. Après la mort de son mari, elle a trouvé un emploi de femme de ménage à Tiaret, avant de rejoindre l'hôpital Mustapha d'Alger, où elle deviendra infirmière Sal Bichat. Elle s'est remariée avec Ferhat, un cheminot qui l'a beaucoup aidé pour élever ses 4 enfants, dont Boualem. Notre famille, originaire de Tenyet El Had, a fondé la Zaouia de Sidi Boutouchen. Notre nom de famille, Sansal, a été forgé par l'administration française. L'aïeul de la communauté cultivant un terrain à Salsal, le fonctionnaire ne s'est pas fatigué et trouvé simple d'écrire Sansal sur le registre d'état civil.
Et je poursuis donc la citation de cette fratrie sans salle. Nous nous honorons de compter chez nous des héros combattants de la guerre d'indépendance. Ami, oncle de Boualem, a déserté de l'armée française à Montpellier pour se rendre en Allemagne, a participé à un attentat avant de rejoindre le maquis. Zora, autre cousine, a combattu sous le nom de guerre de Salima. Ahmed Sansal, c'est aussi un moudjahid, et son frère Saïd, lui, est mort sous la torture de l'armée tricolore. Voilà à quel passé Boualem s'attaque quand il ment, nous insulte et insulte nos morts. Fin de citation donc de la fratrie Sansal. Certes, il ne faut pas confondre Gallimard avec la DGSE ou la préfecture de police. Mais en tant d'années de compagnonnage, d'amitié avec la maison, que personne ne se soit interrogé sur la vraie histoire de Boualem est un oubli fâcheux. Personnage que rien ne rebute puisque lors d'un entretien récent à la question «Que souhaitez-vous que décide en premier le futur président en 2027?» Boualem prononce tranquillement ces mots «Une loi interdisant aux élus de mentir». Peut-être va-t-il imposer son credo à Retailleau, jadis coincé dans le trucage de l'émission de télévision Interville. Avec Kamel Daoud, autre Algérien, grandissant sous la serre Gallimard. Nous restons dans le mensonge, mais quittons le bouffon, le rigolo. Daoud, c'est Camus qui revient sur Terre, la résurrection du mythe est décisive. Daoud peut sauver la France et même le monde de la noyade islamiste qui l'attend, le grand remplacement, etc. L'islamisme est son fonds de commerce, un monde qu'il connaît très bien pour avoir été lui-même militant barbu, et il n'y a rien de plus radical qu'un converti. Il doit sa gloire à une imposture, la publicité qu'il a donnée au viol de Cologne, une fake news montée par l'extrême droite allemande qui voulait faire croire à cette horreur, celle d'immigrés, forcément bruns, abusant en masse de femmes blondes et blanches. C'était faux. Mais pour Daoud, la gloire était faite. Voilà, par essence, les commentaires d'un homme du bâtiment, puisque lui-même est arabe. Dans son texte ignoble, Daoud laisse entendre, sans oser le dire clairement, que le musulman est massé à martyriser les femmes, oubliant que lui-même a été condamné à haut rang pour avoir frappé la mère de ses enfants à coups de bâton ferré. Là aussi, toutes ces informations sur la vraie nature du Daoud n'ont franchi ni la rue Bottin-Gallimard, ni les cerveaux du prix Goncourt, ni ceux des journalistes reluisants. Daoud est vraiment un type au poil, le courageux cousin que l'on souhaite avoir, un homme sans défaut, à l'inverse de ce qu'écrivait Lucile. Bon, pourtant il y a des bémols, toujours des bémols ou des dièses. Il est poursuivi à Paris par Saada Arban, une Algérienne qui a eu la gorge tranchée par les djihadistes mais a survécu. Soignée par la seconde épouse de Daoud, une psychiatre, Saada accuse Daoud d'avoir pillé son dossier médical pour écrire Ouris, dont l'aveuglement et l'inhumanité du lobby politico-littéraire français a fait un prix Goncourt. Certes, tout comme son frère Sansal, Daoud est un saint. Mais avant de l'être, faut-il avoir été bienheureux? Et Daoud, s'il l'est, lui, a rendu une femme très malheureuse, Saada Arban. Quittant le mensonger Daoud, auteur en opuscule d'un éloge de la trahison, revenons au souk et rififi chez Gallimard. Daoud a osé ce qui ne se fait pas, fusiller un écrivain de sa maison d'édition. Il s'agit d'Annie Ernaux, prix Nobel et auteur de La Rue Bottin. Dans un article du journal d'extrême droite Le Point, dont il est la grande ours, Daoud flingue la nobelisée avec bassesse, pratique où il excelle. Annie Ernaux ayant eu l'audace de participer au meeting de Mélenchon à Saint-Denis, Daoud voit vert. Avec la Nobel, l'islamo-gauchisme est sur scène. Daoud présuppose qu'Ernaux en meeting veut devenir la Malraux de Mélenchon, l'Oranais, qui ne sait rien de Malraux. Lui qui n'a que comme Macron comme ami et comme modèle politico-littéraire, il y va pourtant de son couplet antiféministe et désobligeant. Quand on a frappé une femme avec une trique, on peut se le permettre. Le kéfier que porte Ernaud lors de ce meeting ne plaît pas à Kamel, qui a déjà écrit de nombreuses saloperies sur les Palestiniens. Pour lui, ce foulard est le colmao des bobos de mai 68, mais n'évoque jamais les dizaines de milliers de morts de Gaza et de Cisjordanie, si nombreux qu'on ne puisse plus les compter. Les chairs sont en poudre. Donc Ernaud est accoutré, déguisé, et ferait mieux de s'occuper du Soudan que de Gaza, ignorant que c'est l'Europe qui a créé un monde de haine au Moyen-Orient et doit en être tenu responsable. Avec Gaza, Annie Ernaux rejoue, c'est une citation,
rejoue la dignité sur un cadavre d'une seule tragédie. Fin de citation. Plus loin, le preneur de femmes ose parler de, nouvelle citation, ce vieux monde qu'il connaît et qui n'aime pas les femmes. Fin de citation. Et puis Oran, Nedja, son ex-épouse, doit apprécier cette parole d'expert. Donc Annie Ernaux est stupide, idiote, utile, une internée du vieux monde. Car si Mélenchon gagne, citation, le pays basculera dans un chaos. Les Annie Ernaux devront se battre pour conserver le peu de liberté qu'on leur laissera au nom de la Nouvelle-France. Fin de citation. Dicté par ses amis d'extrême droite et l'idéologie du canard qu'il emploie, Daoud et son fusil à mots collent déjà Ernaux au mur des fédérés. Le tout dans un papier incohérent, mal écrit, à l'encre de ses fantasmes. Ce qui montre qu'avoir été islamiste et frappé sa femme ne suffit pas pour donner de l'allégresse à une plume bien incapable de voler. Même en convoquant Rouel, lui aussi traître, il est incapable de s'élever. Je ne suis pas Antoine Gallimard, et le regrette chaque jour. Mais à sa place, puisque c'est un honnête homme, aurait mal pris un torchon aussi incendiaire qui à la fois donne de la maison d'édition une image follement réactionnaire et constitue une insulte pour une grande autrice et prix Nobel de la collection blanche. En fait, Ernaud aussi a reçu son coup de trick, et comme Seberg le dit dans À bout de souffle, c'est dégueulasse. Et donc ce texte est signé donc de Jacques-Marie Bourget et toutes les citations de ce texte sont bien évidemment documentées par les notes qui sont en fin de ce texte que vous retrouverez sur le site de la Fédération nationale de la libre pensée. Et voici donc le dernier sujet pour cette chronique. Il s'agit de l'éditorial du numéro de juillet de La Raison, donc le mensuel de la Fédération nationale de la libre pensée. Cet éditorial est intitulé Penser librement, penser sans tutelle. La Raison de juillet-août 2026 revendique une fois encore haut et fort le droit de penser contre les dogmes, contre les privilèges et contre les abandons. Ce numéro prend la laïcité au sérieux, non comme décor pour la bonne conscience, mais comme principe de combat contre les accords avec le Vatican en Espagne, contre le financement public de l'enseignement privé confessionnel, contre les compromissions qui font de l'égalité un mot creux. La liberté de penser n'est jamais une politesse adressée au pouvoir. Elle suppose toujours une insubordination raisonnée, une manière de rompre avec les certitudes imposées et les autorités qui se disent naturelles. Ainsi, faut-il se lever contre les accords avec le Vatican en Espagne. Après les fastes de la semaine dite sainte, nous dénonçons le mélange persistant entre pouvoir politique, religion et héritage franquiste. Il faut rompre avec les accords passés avec le Saint-Siège. On ne parle pas ici d'une laïcité de façade, mais d'une séparation effective entre les églises et l'État, donc d'une souveraineté démocratique réelle. Le dossier central sur l'enseignement privé sous contrat prolonge ce combat juste sous les principes précis sur les attendus juridiques. Nous rappelons que la loi de 1905 a interdit de subventionner les cultes et que pourtant l'État et les collectivités versent pourtant des sommes considérables à des établissements quasi exclusivement catholiques. Cette situation inique alimente des inégalités sociales et scolaires croissantes. Nous proposons alors publiquement une sortie progressive mais irréversible du financement public du privé confessionnel. La question scolaire, mère des batailles laïques, rebondit avec le rapport 2026 de la Cour des comptes sur le collège et la mixité sociale. L'enseignement privé sous contrat accentue la ségrégation sociale, tandis que la recomposition démographique est utilisée pour saccager l'école publique. Mais le constat est sévère. Les dispositifs actuels pour corriger ces déséquilibres restent largement insuffisants et l'école privée demeure à l'écart de l'effort commun, la ruralité est sacrifiée sur l'autel de la rentabilité. La libre pensée ne se réduit pas à un combat institutionnel. Elle est aussi une manière d'habiter le monde. Chez Méliès, elle devient refus de l'obéissance au nom de la raison. Chez Russell, elle prend la forme d'un scepticisme rigoureux, hostile au dogme et à l'autorité sans preuve. C'est pourquoi notre revue peut faire voisiner l'histoire ouvrière, l'antimilitarisme, la philosophie critique et l'analyse des fractures sociales sans perdre sa cohérence. C'est dans la lignée de ce que montre le dossier sur la branche française de la Première Internationale.
L'article sur Jean Méliès donne toute sa place à un penseur qui analyse les relations troubles entre pouvoir, religion et domination, tout en imaginant une société fraternelle sans autorité imposée d'en haut. Son refus de l'obéissance au nom de la raison, sa critique radicale du clergé et sa vision d'une communauté organisée par les plus sages choisis par les peuples donnent à voir de ces lumières radicales. Dans le même esprit, le portrait de Bertrand Russell rappelle qu'il n'y a pas de pensée libre sans goût du fait, sans scepticisme envers les certitudes, sans refus des dogmes religieux ou politiques. Russell y apparaît comme un libre penseur au sens plein, réaliste, empiriste, hostile aux autorités figées et partisan d'une morale qui cherche moins à imposer qu'à libérer. Sa devise implicite pourrait servir de fil rouge à tout le numéro: chercher la vérité, mais surtout ne jamais remettre son jugement à une puissance supérieure. Restons unis dans les combats de la laïcité, de l'école publique, de l'antimilitarisme et de la critique philosophique. La liberté n'est jamais donnée. Elle se conquiert, elle se défend, elle se pratique. C'était donc l'éditorial de Benoît Quenenberger, président de la Libre Pensée, pour ce numéro de juillet-août de La Raison, sur lequel nous reviendrons bien évidemment dans de prochaines chroniques, en, je pense, vous proposant à la lecture certains des articles qui sont cités dans cet éditorial. Voilà, donc j'en ai maintenant terminé avec cette chronique et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle chronique du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Lundi prochain, nous serons donc la veille du 14 juillet. Merci et bonne semaine à toutes et tous. En forgeant un soc de charrue. C'était la chronique du groupe Fred Zeller de la Libre Pensée de Dordogne. Vous pourrez réécouter cette chronique en rediffusion jeudi de 16h à 16h30 ou samedi de 17h30 à 18h. Vous pouvez également écouter cette chronique en podcast sur le site de Radio Libre en Périgord et vous pouvez également retrouver sur le site du groupe Fred Zeller, lpdordogne.fr, toutes les chroniques du groupe Fred Zeller sur Radio Libre en Périgord. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine chronique, la semaine prochaine, dès lundi, 11h30. Qui la couvre, elle tient, ton glaive